Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. La France suspend ses opérations militaires conjointes avec l'armée malienne. Le Mali suspendu de la francophonie, de l'Union africaine et de la CEDEAO. L'anniversaire du M5 RFP et la hausse des prix des denrées alimentaires et des matériaux de construction. Voilà les sujets que nous allons aborder dans ce forum de la presse avec nos invités, tous journalistes. Badou Escoba du journal Le Triomphe du Mali, Fatoumata Maguirega du journal du Mali et Mamadou Bokoum de la radio Kaoural de Mopti au téléphone. Je suis Imrana Kilomega, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. À travers cette suspension, la France souhaite avoir des garanties sur la poursuite de la transition civile et le maintien de l'élection présidentielle au 22 février 2022. Selon le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York, le gouvernement malien est allé trop loin, souvent donc sa réaction au micro de nos confrères de RFI. Ce sont des officiers français qui sont au sein de l'état-major malien, au sein des écoles et qui participent à la formation et à l'instruction des forces maliennes. Ils quittent leur bureau, ils quittent les endroits où ils sont et ils attendent, puisque ce sont des mesures conservatoires, la décision suivante. Ce sont des mesures qui visent à faire comprendre au gouvernement malien actuel qu'il est allé trop loin et que des mesures fermes sont prises de façon à le faire changer d'avis, comme lui a demandé la CEDEAO et comme lui a demandé l'Union africaine, l'armée malienne. Elle est en mesure de mener des opérations, mais pas avec l'envergure qu'elle pouvait mener avec des forces françaises. Je veux parler en particulier de l'appui des forces spéciales, des avions, des drones, évidemment, qui n'interviendront plus au profit de l'armée malienne. Donc ils perdent une grande capacité d'intervention. Et le renseignement, au passage, qui leur a été fourni également par les drones, par exemple. Badou, quelle analyse faites-vous de cette décision française ? De mon point de vue, la décision française est une décision qui répond au coup de force qui a eu lieu il y a une semaine de cela. Vous savez que le président de la transition, Bandao, à qui la France avait placé toute sa confiance, et son premier ministre Mokhtar Ouane, ont été amenés mani militari à Kati par les officiers de l'ex-junte pour demander de démissionner tout simplement. Pour la France, c'est anti-démocratique. Pour la France, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À partir du moment où la France est en train de faire des efforts remarquables pour pouvoir ramener la paix rapidement au Mali, parce que nous savons que les forces françaises sont en train de s'enliser, parce que l'opération Serval, il faut les rappeler, elle remonte au 11 janvier 2013. Et de cette date à aujourd'hui, les forces françaises font des erreurs, mais malgré tout, vraiment, ils ne parviennent pas à annihiler les groupes terroristes, etc., etc. Donc ça crée un certain ras-le-bol au niveau de la population et les militaires veulent en profiter vraiment pour rendre encore la France plus impopulaire. Or, et reconnaissons-le, sans les forces françaises, nous ne pouvons pas aller loin. Et cette présence française n'est pas seulement pour le Mali, cette présence française est aussi pour le Sahel. Et la France est-ce que selon vous, cette décision est-elle normale ? Cette décision est... Bon, je ne dirais pas que c'est normal, mais vu le contexte actuel, cette décision paraît assez normale. À partir du moment où le Mali fait partie de la CEDEAO et de l'Union africaine. Or, ces deux organisations ont décidé de suspendre purement et simplement le Mali. Donc, ce sont des facteurs qui expliquent l'attitude de la France, parce que vous savez qu'Emmanuel Macron l'a dit, il a dit que la France ne peut pas continuer à soutenir un pays qui ne respecte pas les règles du jeu démocratique. Mais rappelons un phénomène aussi très très rapidement, si nous remontons le cours de l'histoire quand même, on peut dire que la France est toujours intervenue dans le monde musulman. En 1732, on a vu Charles Martel, qui est un Français, arrêter l'évangile arabe à Poitiers. En 1979, quand la Kaaba a été prise en otage par des fondamentalistes égyptiens et saoudiens, c'est les forces françaises qui sont intervenues vraiment pour déloger ces terroristes. Donc c'est pour vous dire que l'histoire de la France se confond avec l'histoire du monde musulman. Mais rappelons aussi que la présence française est très très nécessaire. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est l'attitude des États-Unis qui ont décidé, et aussi de suspendre leur coopération militaire avec le Mali. Donc si ces deux grandes puissances décident de ne plus nous soutenir, vraiment ce serait un coup dur pour nos forces de sécurité qui sont en train d'être remises en état. Fatoumata, est-ce une nouvelle mise en garde après la menace du président en français le week-end dernier de retirer ses troupes au Mali avant de se rétracter?
Absolument, oui. On peut dire que c'est un coup de pression, voilà, un coup de pression supplémentaire, justement pour obliger les autorités actuelles de fait, voilà, à respecter, j'allais dire, les conditions fixées, c'est-à-dire les règles du jeu démocratique, essayer d'organiser dans les délais les élections et passer la main à un pouvoir civil. Et puis, évidemment, tout de suite ouvrir ou composer un gouvernement avec à sa tête un civil qui va regrouper l'ensemble des forces politiques et sociales, etc., pour en tout cas donner vraiment une impulsion ou une autorité, une certaine autorité vraiment, et montrer vraiment toute leur bonne foi pour dire que vraiment ils sont là pour mettre de l'ordre, comme ils le disent, pour voilà, sauvegarder la République comme ils l'ont toujours dit. Je pense que c'est un coup de pression supplémentaire pour obliger les autorités actuelles vraiment. Est-ce que pour vous c'est légal? On peut dire que c'est logique, c'est une réaction qui peut se comprendre, parce que voilà, déjà avec la CEDEAO qui nous a suspendu, la CEDEAO c'est l'organisation sous-régionale, et généralement on sait que les institutions internationales se basent d'abord sur voilà, la réaction de la sous-région, et on peut dire que c'est un peu en cascade. Et ça peut se comprendre de la part des autorités françaises parce que, excusez-moi, Badou l'a rappelé, elles sont quand même là depuis 2013. Et dans la lutte contre le terrorisme, j'ai envie de dire, il y a encore beaucoup d'insatisfaction. Voilà. Donc si les autorités avec lesquelles elles sont censées travailler, elles ne sentent pas leur bonne foi, je pense que c'est ce genre de réaction, ça peut se comprendre. Beaucoup on sait qu'à Mopti, plusieurs opérations militaires françaises ont été menées en parfaite collaboration avec l'armée malienne. Après cette décision de la France de suspendre ses opérations militaires avec l'armée malienne, ces opérations avec l'armée malienne, qu'est-ce qui a été dit à Mopti? Qu'est-ce qui s'est dit là-bas, selon vous? En tout cas, ce qui est sûr, cette suspension peut beaucoup jouer sur les opérations sur le terrain au niveau du centre ici, parce que pour qui connaît la complexité de la situation au niveau de la région de Mopti, sinon au niveau des régions de Mopti et de Ségou, ici c'est le terrorisme qui est très bien développé, les djihadistes sont occupés un peu partout derrière le fleuve, dans le delta là-bas, de Togiré-Koumé jusqu'à Agnono. Aucun, en tout cas, n'eût été, à part les chefs-lieux des cercles, aucune zone n'est contrôlée apparemment par nos forces de défense et de sécurité. Donc, ce sont les terroristes qui opèrent là-bas et de temps à autre, avec les frappes qui vont, plutôt les attaques, les offensives que l'armée malienne mène, se fassent en symbiose avec les partenaires qui les fournissent non seulement en information, mais au renseignement plutôt, mais aussi en appui aérien. Donc, suspendre cette activité d'appui ou d'intervention aux côtés des femmes, vraiment, ça peut beaucoup jouer sur le résultat des opérations de nos forces de défense et de sécurité, en tout cas au niveau de la région de Mopti. C'est vrai que la société pense que comme c'est ancré déjà dans la tête des citoyens lambda, que la France peut s'en aller, on peut se défendre. En réalité, ça va être très très compliqué pour les forces de défense et de sécurité de pouvoir mener les opérations seules et avoir des succès escomptés sans, en tout cas, l'aide de la coopération internationale. La France réclame le retour civil pour la poursuite de la transition en cours. Cette demande est-elle raisonnable? Je pense qu'elle est raisonnable parce que c'est des conventions, c'est des traités, en tout cas c'est des accords entre les États. Je crois que la France, moi, à mon humble avis, c'est une menace. Ils vont pas partir parce que déjà ils l'ont même dit, ils vont rester au Burkina, au Niger, voir un peu comment collaborer. Ils seront là, mais ils n'interviennent pas aux côtés des femmes. Je pense que cette menace est brandie pour que les autorités militaires du moment puissent savoir que, en tout cas, la place des militaires, ce n'est pas les rênes du pouvoir, mais c'est de défendre nos frontières, c'est de défendre, de sécuriser la population et leurs biens. De toute façon, je pense que c'est un principe
que le Mali a adhéré, un principe que les pays africains ont adhéré, c'est un principe presque international. Donc je pense que c'est très logique de la part de la France de suspendre cette coopération, mais je crois que quand tu décides de suspendre une coopération avec un pays en difficulté, mieux vaut décider de suspendre même la coopération économique, parce qu'il y a des sociétés françaises qui sont là. C'est logique de dire, bon, on va tout arrêter avec vous, pas la partie militaire seulement. En tout cas, selon leurs principes, c'est normal, mais quand tu vois la situation du Mali, je crois que la France doit revoir sa copie. Beaucoup a parlé tout de suite d'un traité de défense. Le Mali et la France avaient signé un traité de défense. Est-ce normal, selon vous, que la France prenne délibérément seule cette décision, cette suspension? Je ne connais pas explicitement le contenu du traité de défense, mais le 11 janvier 2013, quand Hollande ordonnait aux forces armées françaises d'intervenir sur le sol malien, il a dit dans son discours que c'est l'existence même de ces pays amis qui est en péril. Donc la France est intervenue en son temps pour assister un pays en danger. Donc, ça m'étonnerait que la France plie bagage dès maintenant. Il y va du prestige de la France. Là, effectivement, il y a un accord de coopération militaire qui lie la France au Mali et dans cet accord de coopération militaire, il y a le soutien logistique, il y a même le soutien humain de la France. Et l'officier qui a parlé l'a rappelé, il dit que les forces françaises assistent effectivement les forces maliennes et les forces de la zone Sahel qui combattent les djihadistes. Vous savez, nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. Ça m'étonnerait que l'armée malienne, elle seule, puisse vraiment venir à bout de ces djihadistes sans le soutien de la France, sans le soutien des États-Unis, sans le soutien de la communauté internationale. Parce que si vous parlez de la MINUSMA, on peut dire que c'est la force Barkhane qui est la force parallèle de la MINUSMA, parce qu'il y a certaines opérations complexes, la MINUSMA est obligée de faire appel à la France. Mais ce que beaucoup déplorent au Mali, c'est la politique du 2 poids, 2 mesures de la France. On a vu la France contraindre Michel Jean à démissionner et la faire remplacer par Louise Mushikiwabo, qui était la ministre rwandaise des Affaires étrangères, une façon vraiment d'avoir le bon vouloir de Paul Kagame. Et au-delà, il y a l'exemple du Tchad, mais ne confondons pas vitesse et précipitation. Pour le cas du Tchad, c'est un cas qui est un peu différent, et pour le Tchad, pour la communauté internationale, un peu tolérable, dans la mesure où les forces tchadiennes défendent non seulement les territoires tchadiens. Cette décision de la France ne risque-t-elle pas d'augmenter le sentiment anti-politique française au moment où des Maliens demandent une coopération avec la Russie? Bon, le sentiment anti-français, Madame l'a rappelé, était déjà là. Le sentiment anti-français était déjà là avec l'enlisement des forces françaises. Donc si la France prend cette décision, ça va davantage mécontenter les uns les autres. Mais rappelons que Russes et Français s'entendent parfaitement bien au sujet du Mali. Il est nécessaire de le rappeler parce que si les Russes s'étaient opposés à la venue de la MINUSMA n'allait pas venir au Mali, tout simplement parce que la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité et la Russie dispose du droit de veto. Donc c'est avec l'aval des Russes que la MINUSMA est venue. Et mieux, quand l'opération Serval a commencé, les forces françaises ont été dépêchées au Mali grâce aux gros porteurs Antonov de fabrication russe. Donc, entre les grandes puissances, il y a une certaine synergie d'action, il y a une certaine symbiose entre les grandes puissances. Mais c'est à nous de comprendre. Nous devons peut-être profiter de la situation pour servir nos propres intérêts au lieu de servir les intérêts des autres. Omar Mariko l'a rappelé lors de sa conférence de presse. Au lieu de compter sur les Russes ou bien de compter sur les Français, nous devons compter sur nous-mêmes, compter sur nos propres ressources et après demander l'appui des autres. Mais tant que nous continuerons à compter sur les autres ne pourront plus jamais nous respecter. Vous savez que cela fait 6 ans jour pour jour que la France n'a pas de représentation diplomatique au Rwanda, mais malgré tout la coopération est en train de continuer. Si nous voulons être respectés, si nous voulons nous imposer dans le Conseil des Nations, qu'on se respecte d'abord pour que les autres nous respectent. Fatoumata, il parle tout à l'heure de 2 poids 2 mesures de la France. Pour certains observateurs, elle ferme ses yeux sur le coup d'État au Tchad, une prise de pouvoir des militaires au Tchad, et sanctionne le colonel au Mali. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'on ne peut pas nier le fait que la France, comme toutes les autres puissances, défendent leurs intérêts stratégiques. Ça, c'est évident. Donc, ils ne vont pas agir contre leurs propres intérêts. Donc, ce que Badou vient de dire tout à l'heure, je pense que c'est là où on doit vraiment travailler, c'est-à-dire reconquérir la confiance de ces puissances étrangères-là. C'est-à-dire on n'a pas à se dire, oui, nous, on ne peut pas, on compte sur la Russie. Si la Russie ne veut pas, on compte sur la France. Si la France ne veut pas, on compte sur la... Non,
chacun doit pouvoir défendre ses intérêts. Et nous, pour pouvoir compter sur eux, pour qu'ils nous aident, pour qu'ils nous appuient dans les domaines où on ne peut pas, où on a insuffisamment de moyens, il faut qu'on puisse reconquérir leur confiance. Et ça, on ne peut pas le faire si on ne se montre pas un peu crédible face aux enjeux qui nous concernent. Nous. Le Mali peut-il profiter de cette suspension pour engager d'autres coopérations militaires avec d'autres pays ? Je pense qu'il doit s'interroger d'abord sur pourquoi cette coopération ou cette suspension. Voilà. Parce que rappelons quand même que c'est une suspension et même ils disent une mesure temporaire, etc. Et donc je pense qu'on doit en profiter justement pour s'interroger sur les raisons pour lesquelles elle a été suspendue. Donc si on travaille sur ça, je pense qu'après on pourra avoir comment on va dire ça, les liens avec qui on veut, mais il nous faut d'abord nous assumer, je pense. Dernier tour de table. Bokoum, la force Takuba de l'Union européenne qui donne essentiellement des informations, tout comme la coopération militaire américaine, il l'a rappelé tout à l'heure, on annonce également un stand-by de coopération avec le Mali. Quel avenir pour la suite de la lutte contre le terrorisme ? Bon, je crois que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas l'apanage d'un seul pays. Le terrorisme, il est international. On ne le souhaite pas. Si le terrorisme gagne du terrain au Mali, ça veut dire que ça va toucher les pays voisins. Par-delà, ça peut se propager vers les pays occidentaux aussi. Ça n'est déjà le cas. Donc, je crois qu'il est très intéressant pour les deux côtés que chacun voie sa position, notamment le colonel au pouvoir aujourd'hui, l'armée malienne, voir un peu pour faire respecter les principes édictés par non seulement les organisations sous-régionales, mais aussi les organisations internationales. Il faut le rappeler, si la France suspend, ce n'est pas la France seulement, la France, le confrère l'a rappelé, c'est les puissances, ils se soutiennent entre elles, se soutiennent les puissances entre elles. Donc, il ne faut pas que les Maliens pensent que si la France s'en va, il y a un pays européen où, en tout cas, ils peuvent trouver refuge auprès d'un ami européen. C'est quasiment impossible. Donc, je crois que l'avenir de la lutte contre le terrorisme se situe toujours dans le cadre de la collaboration nationale, sous-régionale et internationale. C'est important et c'est impératif d'ailleurs pour quand même pouvoir stopper l'avancée de ce terrorisme à travers le Sahel, par-delà les frontières du Sahel. Donc, c'est très important à ce que les uns et les autres s'asseyent, échangent et coopèrent pour vraiment anéantir cette lutte qui est déjà, cette guerre qui est asymétrique. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, donc des stratégies, on les déjoue à tout moment, et s'il y a des surprises à tout moment, il faut être sur le terrain pour comprendre quel est le mode opératoire. Ils n'ont pas un seul mode opératoire, donc c'est très compliqué pour un seul pays ou un seul État, surtout un État qui se trouve à l'état fragile, de pouvoir faire face à cette puissance terroriste qui est dans le Sahel. Deuxième sujet de ce forum de la presse, ce n'est pas l'unique sanction contre le Mali. D'autres suspensions ont procédé, celle de la France. Il s'agit de la CEDEAO, de l'Union africaine, du Conseil permanent de la francophonie qui ont suspendu le Mali de ses instances. Quel impact ces décisions pourront-elles avoir sur la suite de la transition, Bokoum? Pardon, j'ai mal capté la partie. Après, auparavant, il y a eu d'autres sanctions, notamment la sanction de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la francophonie, de suspendre le Mali de ses instances. Quel impact ces décisions pourront-elles avoir sur la suite de la transition au Mali? Oui, comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Si le Mali est isolé par toutes ces organisations sous-régionales, internationales, à nous seuls, non seulement on est un pays continental, on exporte tout. Presque tout, on exporte presque tout. Si toutes ces organisations nous suspendent, qu'allons-nous faire? D'autres vont me dire que Dieu est là, d'accord, Dieu est là, mais Dieu ne va pas descendre pour résoudre ce problème-là sur terre comme ça. Donc il nous faut impérativement, si on a accepté d'être dans une organisation, si on a accepté signer des conventions, si on a accepté signer des traités, et cela va de soi que nous seront obligés d'accepter, de respecter un certain nombre de principes. Ne serait-ce que le minimum. Donc je crois que vraiment
cette suspension des organisations sous-régionales et internationales vont beaucoup jouer non seulement sur l'administration malienne, mais et surtout sur les citoyens lambda, les citoyens qui ne cherchent qu'à manger. Donc, si les choses se compliquent, ça veut dire que tout ce que nous devrons importer vont être très cher et le prix de revient aux citoyens va augmenter, va doubler sinon. Et là, c'est vraiment c'est très désolant. Les citoyens vont beaucoup souffrir et c'est les Maliens qui vont beaucoup souffrir. Moi, je crois que ces différentes sanctions ne nous arrangent pas. Et il faut revoir un peu la copie et essayer de se conformer avec les principes pour lesquels nous-mêmes nous avons souscrit. Selon beaucoup, ces différentes sanctions n'arrangent pas le Mali. Est-ce un acharnement contre le Mali? Non, ce n'est pas un acharnement contre le Mali. Vous savez, le monde, on disait que le monde était un village planétaire. Aujourd'hui, le monde est unique. Ce n'est pas... je pense que ce n'est pas une fin en soi, mais reconnaissons quand même que ça va beaucoup isoler le Mali sur le plan diplomatique et même sur le plan économique quelque part. Parce que vous savez que le Mali a signé toutes les conventions en relation avec les organisations sur-régionales. Donc le Mali est tenu de respecter ce qu'il a signé. Donc c'est obligatoire. Donc partant, ce que nous pouvons dire en tant qu'analystes, ce que les autorités maliennes peuvent encore se ressaisir. Et quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, l'état actuel du Mali ne lui permet pas de tenir tête à cette grande communauté internationale. Il l'a dit, le Mali est un pays continental. Nous n'avons pas d'ouverture sur la mer et nous dépendons en grande partie de l'aide extérieure. Et rappelons que le budget du Real de Madrid dépasse le budget du Mali. Le Mali est le 4e pays le plus pauvre au monde. Donc, arrêtons avec les hallucinations, voyons la réalité en face. Et encore une fois, que les autorités ouvrent les yeux, qu'elles comprennent que le monde est en train d'évoluer, le monde est en train de changer. Ce qu'on pouvait faire le 19 novembre 1968 avec le Comité militaire de libération nationale, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Il faut évoluer avec le temps. Nous sommes à l'ère du numérique, on n'est plus à l'ère de nanologique. Donc, beaucoup de grandes démocraties ne peuvent pas comprendre qu'il y ait 2 coups d'État en un laps de temps. Donc, beaucoup ne peuvent pas comprendre cela. Et nous comprenons l'attitude des militaires parce que récemment, le chef de la junte, Assimi Goïta, a dit à la télévision que si ils n'étaient pas intervenus, peut-être qu'il y a 2 tendances de l'armée qui allaient s'affronter. Tout ça, c'est une vérité, mais il faut aller avec les réalités du monde au nom de la réelle politique parce que si nous revenons au Mali, toujours dans le cadre de la question que vous m'avez posée, vous partez dans le Kourmari, dans le Kounari, dans le Haïri, dans le Farimaki, ça ne va pas du tout. Donc la situation est très compliquée, très complexe. Donc pratiquement le pouvoir central ne contrôle que les chefs-lieux de préfecture. Donc par rapport à tout cela, les autorités doivent ouvrir les yeux et accepter certaines conditions de la communauté internationale. En acceptant certaines... Modibo Keïta l'a dit au début des indépendances. Il dit que le Mali est prêt à abandonner une partie de sa souveraineté, n'est-ce pas, pour l'unité africaine. Donc si cela est une vérité, donc vraiment nous devons revenir sur terre et accepter certaines exigences pour pouvoir sortir de ce mauvais pas. Parce que les pays de la CEDEAO n'arrivent pas à dormir. Je suis sûr aujourd'hui que le président en exercice de l'Union africaine dort mal à cause du Mali. Parce que le Mali, nous sommes fatigués au Mali. Le Mali a fatigué la sous-région. Le Mali a fatigué la communauté internationale. Même Dieu est fatigué parce que Dieu a 1,6 milliard de Chinois à nourrir, 1 milliard d'Indiens à nourrir. Vous savez, Dieu a déjà des problèmes. Donc nous sommes 20 millions d'habitants. Donc ressaisissons-nous et mettons-nous au travail. Sinon le Mali, reconnaissons-le, a trop fatigué la communauté internationale. Est-ce que le Mali a fatigué la communauté internationale? Bon, le Mali même c'est fatigué lui-même, j'ai envie de dire. Oui, les sanctions de la CEDEAO et de l'UA ne sont pas un acharnement, je pense, parce que le Mali même a souscrit à ces différentes conventions-là et totalement partie. Alors, quel impact ces différentes sanctions contre le Mali, notamment la suspension du Mali des instances de prise de décision de ces différentes institutions, quel impact cela pourra avoir sur la suite de la transition? Bon, sur la suite de la transition, peut-être pas grand-chose parce que si on part sur le principe seulement de la représentation, voilà, on n'ira pas au sommet où on ne votera pas des trucs parce que le Mali continue à cotiser, voilà, comme un membre normal, etc. C'est-à-dire on n'aura pas les droits auxquels on a habituellement droit
par rapport à ces institutions-là. Et comme nous sommes dans une situation particulièrement fragile parce que, voilà, non seulement c'est la transition, mais en plus on s'est retrouvé avec 2 coups d'État en moins d'une année. Et ça fait que forcément on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça, quel que soit, j'allais dire, le degré de ces sanctions-là, même si elles sont beaucoup plus Est-ce que ces différentes pressions ne vont pas jouer sur la durée de la transition au Mali? Bon, je pense que l'objectif même, c'est que ça puisse faire en sorte que la transition n'aille pas au-delà du délai imparti. Et je pense que pour cela, il va falloir se remettre en cause, ou comme on le dit souvent, se remettre en selle, c'est-à-dire redéfinir totalement les priorités. C'est-à-dire tout ce qu'on avait défini, la transition va refonder, faire ceci, faire cela. Et quelles doivent être les priorités selon vous? Évidemment, la sécurisation et les élections. C'est clair que ça reste les objectifs vraiment prioritaires pour qu'on puisse rapidement sortir de cette transition. Troisième tour de table, le M5 avait annoncé que la transition conduite par Mokhtar Wane marchait sans boussole ni repère. Aujourd'hui, à travers son meeting de soutien pour la refondation du Mali, appelle le peuple à soutenir la transition dont la primature sera confiée au M5. Est-ce à dire que désormais une boussole de la marche de la transition a été retrouvée beaucoup? Bon, moi je crois qu'en son temps, le M5 avait sa feuille de route, il avait ses différents points, 15 points, 10 points, 15 principes, je crois. Donc ces différents points-là, ils peuvent être, dire que la transition n'avait pas de boussole, ça c'est moi je ne le dirais pas. Mais comme ils sont aux affaires maintenant, ils avaient proposé quelque chose à l'ancien président. Ils ne sont pas encore aux affaires. Non, je dis ils avaient proposé quelque chose à l'ancien président Bardao, les 10 points, parmi lesquels il y a quand même la dissolution du CNT, il y a la réduction, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, la réduction du budget de fonctionnement. Maintenant qu'ils devraient être aux affaires, comme l'a proposé le nouveau président de la transition, ils ont leur feuille de route, ils ont leur proposition, comme c'est leur bébé, maintenant ils peuvent l'entretenir et le mettre en œuvre. Ce qui est sûr, la première décision qui peut donner la boussole vraiment, comme ils l'ont dit à cette transition, c'est de mettre en application ces propositions au cas où le président de la transition est d'accord avec eux. Parce qu'il faut poser cette condition-là. Parce que les points-là vont être très compliqués parce qu'on parle de la dissolution du CNT dedans. Est-ce que les militaires vont accepter à ce qu'on dissoute le CNT quand on sait que le CNT est dirigé par les militaires et il y en a beaucoup de militaires qui sont là-dedans. La question reste posée. Donc, le peuple attend voir ils vont commencer par quoi. Maintenant, par rapport à la transition, moi je crois que les 9 mois qui restent devront être uniquement consacrés pour vraiment ne pas faire souffrir les Maliens. Parce qu'on a vu avant-hier nuit, il y a le conseil juridique du président de la transition qui dit que organiser les élections en 9 mois, c'est un défi qui est très difficile, qui est difficilement tenable. Moi, je crois que c'est une façon de préparer la population. 9 mois, je sais qu'on peut préparer les élections en 9 mois si la volonté y est. Donc, c'est au M5, à travers son nouveau Premier ministre et le gouvernement qui va mettre en place, de se donner à ce travail pour pouvoir organiser les élections en ces 9 mois pour ne pas faire souffrir le peuple malien. C'est au M5 d'entamer des stratégies de lutte contre la corruption. C'est au M5 de mettre en application la réduction des dépenses de fonctionnement des différentes administrations. C'est au M5 de réduire le salaire du président. Vous parlez de ceci-là. Pour certains observateurs, c'est une erreur des autorités de la transition de confier la primature à un responsable de parti politique. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une erreur? Moi, je ne suis pas dans cette histoire parce qu'on a constaté que c'est le M5 qui faisait le blocage. C'est le M5 qui avait commencé cette lutte pour arriver au 18 août. C'est le M5 c'est au M5 qu'on pensait que la primature revenait. Maintenant que selon le président de la transition, il a même proposé, demander aux partis politiques à ce qu'on confie la primature. Moi, le fait de donner à un responsable politique ou pas, ce n'est pas la question n'est pas là, mais le fait de donner au M5. Maintenant, on suppose que
que sinon, eux, ils supposent que le M5 est à mesure de le faire avec ses propositions, avec son refus par le passé d'être dans le gouvernement, etc., etc. Donc, c'est au M5 de prouver aux Maliens que sa feuille de route qu'elle détient, elle a cette feuille de route-là pour sortir le Mali de l'ornière. Donc, les différents points qu'ils ont énumérés, que j'estime être des très bonnes propositions si on parvenait à les mettre en œuvre. Donc, c'est à ce M5 vraiment de tout faire pour commencer au moins à lutter contre la corruption, à réduire les dépenses pour faire face à l'essentiel et à organiser les élections. C'est la priorité à mes yeux pour vraiment ce nouveau gouvernement qui devrait être, je dis toujours devrait, ce nouveau gouvernement qui devrait être dirigé par le M5. Parce qu'on n'a pas vu encore le décret de nomination des premiers ministres du M5. Il y avait le M5 avait annoncé que le gouvernement de Mokhtar Ouane n'avait pas de boussole ni de repère. Aujourd'hui, peut-on dire qu'il y aura une boussole? Non, naturellement, le gouvernement Mokhtar Ouane avait une feuille de route, le gouvernement Mokhtar Ouane avait une boussole. Apparemment, le fonctionnement de cette boussole ne convenait pas au M5 RFP. Et partant, le M5 RFP a réagi et ils sont allés même voir le président de la transition pour lui faire savoir qu'ils ont 10 points. Ils veulent que les 10 points soient pris en compte. Mais si le M5 RFP ne fait pas attention, il sera vite rattrapé par la réalité du pouvoir. Parce que Choguel, qui est pressenti pour être le Premier ministre, aurait déjà, les rumeurs de Palais le disent déjà, aurait déjà accepté d'appliquer l'accord d'Alger, aurait déjà accepté de laisser le CNT à l'État. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles Mbandao a été évincé du pouvoir... D'ailleurs, le président de la transition a reçu à la SEMA à Koulouba, en présence de Choguel Kokala Maïga, présenté pour être Premier ministre par le M5. Sait-on réellement... Quelle garantie a été donnée pour la SEMA pour qu'elle accepte sa... Bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour vous dire ce qui s'est réellement passé, mais toujours est-il que le président de la transition, Assimi Goïta, a donné des gages de bonne volonté à la SEMA. Il a fait savoir à la SEMA que la transition va continuer à appliquer intégralement l'accord d'Alger. Et il l'a dit en présence de Choguel Kokala Maïga. Or, Choguel a même sorti un livre pour combattre le contenu de l'accord d'Alger. Donc voilà, c'est déjà contradictoire parce qu'un bandeau a été déposé tout simplement parce que dans le gouvernement de Mokhtar Ouane, il n'y avait pas le colonel Sadio Kamara, il n'y avait pas le colonel Modibo Keïta qui dirigeait le ministère de la Sécurité. Donc nous, nos craintes commencent à se vérifier. Est-ce que si Choguel essaie, en devenant Premier ministre, essaie de contrarier les décisions du président de la transition, est-ce que Choguel ne risque pas de se retrouver à Djidjeni au lieu de se retrouver à Kati? Donc nous devons nous poser cette question. Donc c'est pour encore une fois vous dire que l'attitude du M5, s'il ne fait pas attention, il risque de se retourner contre lui. Et ce que beaucoup d'analystes ont dénoncé sur le M5 RFP, c'est que le M5 RFP est composé de certains leaders politiques qui ont participé à l'élaboration de la Constitution du 25 février 1992, et dans laquelle Constitution, il est dit que le coup d'État est un crime imprescriptible. Quelqu'un comme Muntagatal, qui est un acteur du 26 mars, qui est une grande figure du 26 mars, qui est un Muntagatal cautionne un coup d'État, qui est Mme Sikaïso, qu'on appelait Winnie Mandela à l'époque, qu'elle cautionne un coup d'État. Vous voyez que c'est grave. Le fait de demander le changement de gouvernance et que les militaires interviennent pour renverser le pouvoir, est-ce à dire que ils cautionnent ce coup d'État? Non, c'est le M5 qui a fait le coup d'État. C'est le M5 si le M5 ne s'était pas soulevé, les militaires n'allaient pas intervenir. Les militaires n'osent pas intervenir. Les militaires ont profité d'une situation, les militaires ont profité d'une fissure pour pouvoir intervenir. Vous savez que nos institutions sont très fragiles. Prenez l'exemple de l'Afrique du Sud. Jacob Zuma a été destitué par le Parlement sud-africain. L'armée n'est pas intervenue. Donc c'est ce que nous avons souhaité pour ces pays. Mais malheureusement, au sein du M5, certains leaders politiques ont souhaité ce coup d'État. Et le coup d'État a eu lieu. Et qu'est-ce qu'ils vont aller dire? Ils vont dire que ce n'est pas un coup d'État. Ça, ce n'est pas un coup d'État. Un coup d'État dans un autre coup d'État, c'est pour que chaque fois, je l'ai dit, le Mali est tombé bas. Le Mali a connu 20 ans de démocratie, 20 ans de stabilité. Le Mali était cité en exemple. Le Mali, le Bénin et le Sénégal, c'était les États les plus démocratiques du continent africain. Aujourd'hui, le Mali est devenu la risée des pays de la sous-région par la faute de certains leaders politiques du M5 RFP qui ont participé aux événements du 26 mars 1991. Vous voyez que c'est dommage. Choguel Kokala Maïga pourrait-il être un bon Premier ministre?
j'espère pour nous véritablement. En tout cas, c'est l'heure de la vérité pour le M5 RFP. Parce que c'est un peu comme si on retournait à la case départ. Voilà, le M5 avait mené une lutte, il avait dit au bout, il faut que Ibeka parte. Ibeka est parti, mais ça ne s'est pas passé comme il souhaitait. Donc maintenant, 9 mois après, apparemment, on va leur donner, en tout cas, la main pour pouvoir conduire les destinées du pays. J'espère vraiment que toutes les qualités d'hommes politiques, d'hommes intelligents qui sont, dont Choguel est qu'on lui attribue, j'espère qu'il sera à la hauteur de toutes ces qualités-là. En tout cas, c'est vraiment l'heure de vérité, c'est le moment décisif pour le M5 RFP. Va-t-il procéder à la relecture de l'accord pour la paix? Il l'avait annoncé, l'accord pour la paix et la réconciliation, dont il avait toujours proclamé sa relecture. Oui, dans ces 10 commandements, je ne sais pas, 10 conditions pour venir. J'ai envie de dire que c'est un peu quelque chose qui les rattrape. C'est-à-dire que je pense qu'ils avaient mis la barre un peu haut pour faire changer de cap Bandao. Puisque ça n'a pas réussi et que maintenant, eux-mêmes, ils auront la main, visiblement, dans les affaires. Et je pense que forcément, il va falloir faire des concessions. Parce que, comme la CMA était sortie pour, entre guillemets, menacer, il a fallu rassurer la CMA. On a bien vu que le président de la transition l'a reçu avec Choguel Kokala Maïga, ce qui signifie que voilà, au moins, il y aura visiblement des compromis indispensables, quoi. Bokoum, l'annonce de Choguel Kokala Maïga pour diriger la primature choisie par le M5, dont le président de la transition avait demandé au M5 de choisir un Premier ministre, a-t-il suscité l'espoir à Mopti? Bon, moi je dirais, quel qu'en soit le Premier ministre qui va être choisi, si on ne laisse pas la main libre de travailler, il ne pourra pas travailler. Choguel, on connaît, on sait que c'est l'un des politiciens les plus constants dans ses idéologies. Donc, c'est pour vous dire que le fait que ça soit Choguel n'est pas le problème. Et on sait que c'est une personnalité charismatique, on sait qu'il est constant avec ses idées, il soutient son idéologie, il le défend avec bec et ongle. Mais ce qui est sûr, est-ce qu'il n'a pas eu la main libre avec les militaires, sa gestion va être la plus calamiteuse. Est-ce que déjà il pourrait être un bon Premier ministre pour vous? C'est ce que j'ai dit. Amène la personnalité la plus dure. En tout cas, si la personne n'a pas la même, en lui laissant la main libre, c'est un bon Premier ministre à mon sens. Parce que je l'ai suivi, j'ai lu son livre, je suis ses positions, je vois ses arguments, je suis ses débats. En tout cas, à en croire, en tout cas, en suivant son acheminement, en lui suivant dans son développement, dans ses idéologies, je sais que c'est un bon, il pourrait être un bon Premier ministre. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il va avoir la main libre de faire ce qu'il veut? D'autant plus que déjà on l'a forcé à mettre un peu d'eau dans son verre parce qu'on a reçu la CEMA en sa présence et le président de la transition. La perte de la CEMA, c'est la relecture ou l'annulation de l'accord pour la paix et la réconciliation? Non, la relecture de l'accord, c'était le cheval de bataille, l'un des chevaux de bataille de Choguel. Il n'est jamais d'accord avec cet accord. Et si on a dit à sa présence et à la présence des belligérants, dire que, plutôt des partenaires de la CEMA, dire que vraiment on va appliquer l'accord tel qu'il est à la présence de Choguel, qui était franchement contre et qui n'a pas blanchi, qui n'a pas fait de déclaration, ça veut dire que en tout cas dans sa primature, dans l'exercice de sa primature, il va avoir les mains liées et on va lui dicter
décider en tout cas des choses et il va les appliquer. En tout cas, à moins qu'il ne démissionne. Sinon, il n'aura pas quand même la latitude de faire tout ce qu'il veut. Même s'il faisait un bon premier ministre, il n'aurait pas, à mon sens, la liberté vraiment de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire de mettre en application son idéologie, ses propositions, ses projets. Ça va être très compliqué. En 30 secondes, l'une des revendications aussi du M5, c'est la dissolution du Conseil national de transition. Est-ce que cette procédure va-t-elle avoir lieu? Bon, ça m'étonnerait parce que le gouvernement est dissous parce qu'on a enlevé des militaires. C'est la seule raison, quel qu'en soit ce qui nous explique. Le président de la transition l'a répété devant les autorités religieuses, coutumières et les recotrates. Enlever des militaires qui appartiennent d'un même corps, donc ça risque d'amener un problème. C'est pourquoi c'est dissolu. Tout ce qu'ils nous ont dit, c'est la réalité qu'il a dit vraiment aux recotrates et aux religieux. Maintenant, dissoudre le CNT aussi, ça va être la même chose parce que le CNT est dirigé par un des ténors du coup d'État du 18 août. Donc ça va être très compliqué, ce n'est pas possible. Quatrième et dernier tour de table. Au même moment, les prix des premières nécessités comme la viande, l'huile, le ciment et le fer ont connu une hausse ces derniers jours. Une situation décriée par les consommateurs. Badou, qu'est-ce qui peut justifier selon vous cette augmentation? Ce qui peut justifier cette augmentation, c'est la situation très difficile du pays. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, l'UNTM a déclenché une grève de près d'une semaine. Et cette grève vraiment a beaucoup affecté le ravitaillement du pays en denrées de première nécessité, en ciment, etc., etc. Parce que la semaine passée, j'ai appelé un ami de Mopti pour lui demander par rapport au prix du ciment. Il m'a dit qu'à Mopti, il n'y a même pas de ciment. Il n'y a pas de ciment. Donc, et cela est dû tout simplement à la crise sociale qui a été déclenchée par l'UNTM. Donc c'est pour vous dire encore une fois que la transition a du pain sur la planche parce que ventre vide n'a point d'oreille. Donc si le train commence à prendre les rails, la première chose de la transition serait de diminuer le prix des denrées de première nécessité. Sinon, quand il y aura les émeutes de la faim, ça ce serait encore pire qu'un coup d'État. Parce que quelqu'un qui a faim, quand il fonce sur vous, bonjour les dégâts. Donc un Berdem ne peut pas l'arrêter. Donc encore une fois, que les autorités de la transition s'assument, qui pensent au peuple malien. Vous savez que majoritairement le peuple malien est un peuple pauvre. 80% des Maliens sont pauvres, vivent en dessus du seuil de pauvreté. Donc si avec tout ça vraiment la situation se complique encore, vraiment je ne peux dire que bonjour les dégâts. Fatoumata, quelles conséquences cette hausse peut-elle avoir sur le panier de la ménagère? Évidemment, la tension sociale dont parle Badou, dont on a eu l'impression qu'elle s'est calmée quand l'UNTM a renoncé à sa grève, quand les autorités de la transition sont parties. C'est clair que elles doivent y trouver une solution rapidement parce qu'une tension sociale, je vais dire, ça va nous faire oublier tout ce qu'il y a comme on dit institution ou l'ordre démocratique et tout ça. Tout ça, ce sera de la plaisanterie à côté de la tension sociale, quoi. Et c'est tellement crucial que c'est-à-dire vous vous rendez compte de la différence. Moi, j'avais constaté ça sur quelques produits au moment du Ramadan. Sauf que même après le Ramadan, ça ne change pas. Et les commerçants vous expliquent que maintenant, ils ont ça cher et donc c'est pour ça qu'ils vendent cher. Donc je pense que les autorités doivent rapidement trouver des solutions. Beaucoup, Badou parlait tout de suite des manques de ciment à Mopti. Est-ce que vous pouvez confirmer? Oui, mais il y a moins de ciment à Mopti. En tout cas, tout est cher en tout cas aujourd'hui. Ici, quand je prends un exemple, dire que Mopti a le plus grand cheptel, en tout cas au niveau du Mali, c'est la région qui produit plus de viande, et que le kilo de la viande avec os fait 2500 à Mopti. Du kilo avec os 2500 à Mopti, mais ça fait peur. Donc, alors rapidement, on n'a pas assez de temps. Quelles doivent être aujourd'hui les solutions? Bon,
les solutions, c'est que d'abord, il y a les autorités qui doivent prendre certaines mesures d'urgence, notamment subventionner certain nombre de choses sur les denrées de première nécessité après. Et ensuite, les autorités doivent veiller au prix qu'ils fixent en exonérant les prix. Ça ne sert à rien de faire une exonération et laisser les commerçants faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est compliqué. Merci beaucoup. Cette exonération et qu'ils sanctionnent ceux qui augmentent les prix. Merci beaucoup. Les autorités doivent faire des subventions et veiller à l'exonération. C'est à ce terme que se referme ce débat, forum de la presse coordonné par Mohamedou Touré. Nos invités, Badou Escoba du journal Le Triomphe du Mali, Fatoumata Maguirega du journal du Mali, Mamadou Bokoum de la radio Kaouraoul de Mopti. À la présentation, je suis Imrana Kiloumaïga. Mise en onde Seydou Ndao, à la vidéo Peting Adjara. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.